Sans aucune transition. Euh, Comme la dernière fois, hein, tu vas voir, ça va être une conversation intuitive, en toute sincérité. Normalement, au niveau du montage, je pense que je vais tout laisser comme ça, en mode brut. Hum, S'il y a vraiment une partie que tu souhaites ne pas communiquer, tu me le signales. Et dans la version longue qui sera disponible sur YouTube, je couperai, tu vois. Mais moi, je pars du principe qu'on va échanger comme ça. Même ça va rester, par exemple. Pas de problème. Euh, C'était ton dernier séjour dans le désert. Ouais. Ça fait combien d'années que tu fais ça et comment tu te sens maintenant que c'est la dernière? 2018, la première fois où j'y suis allé, seul, tu connais. Moi, j'ai pas fait 29 jours, j'en ai fait 7 et ça m'a suffi. Et depuis, j'y suis allé 27 fois et j'ai emmené près de 500 personnes grâce aux rencontres, mais de manière la même que celle que je viens de terminer. J'y suis allé 15 fois avec des groupes entre 7, 8 et 20 personnes. Euh, Comment je me sens? Je suis parti avec des questions. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Parce que beaucoup de gens me disent vas-y, continue. Et je suis revenu avec des convictions d'arrêter. De cette manière-là, en tout cas. Maintenant, tu sais très bien qu'il n'y a qu'une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est notre avenir. On ne peut pas le prédire. Donc je vis l'instant présent. Je suis plein de gratitude de tout ce que j'ai découvert. C'est en le disant, tiens, c'est incroyable, mais subhanallah, de faire ce podcast avec toi pour fermer cette parenthèse. Il y a eu plein de signes comme ça tout au long. Et quand tu as cette chance de pouvoir lire ces signes avec ton prisme, avec tes lunettes, avec ta carte mentale, avec tes biais cognitifs, avec tout le bagage académique qu'on croit intéressant et important pour flatter notre ego. Mais en fait, non, tu reviens à l'essentiel et cette parenthèse, la tournée, ce zdam, comme disait mon père, Allah yarhamhu, c'est... je vais le dire avec ce qui me vient là. En fait, j'ai commencé le premier zdam avec Kim et j'ai fait le dernier avec Abdelkarim. Donc aujourd'hui, j'ai découvert la deuxième partie et je connais mon côté pile et mon côté face. Je connais mon côté plus et mon côté moins et j'ai retrouvé tout mon pouvoir d'attraction, mais pas celui qu'on imagine. Avec moi-même, avec mon créateur, avec ma mission de vie. Mais il y en aurait tellement à raconter sur ces expériences et ces personnes rencontrées. Comment on fait pour tourner la page? On écoute son cœur. Je pense que tu sais très bien comment on fait. Il y a quelque chose qui t'attire, qui est plus grand. T'écoutes ton intuition et elle te trompe jamais. Cette petite voix qui dit c'est la dernière, non, je vais continuer, non, je vais continuer. Puis tu as plein de messages. Moi, là, aujourd'hui, au moment où je te le dis, mon corps, je sais l'écouter. J'ai mon genou gauche qui a triplé de volume. Le jeu, le nous, le jeu, je vais penser à moi. J'ai beaucoup, beaucoup pensé aux autres. J'ai beaucoup donné toutes ces années. Je continuerai à donner d'une autre manière. Mais le désert, c'est. On en parlait rapidement. Hein, être thérapeute, être coach et mentor, c'est pas un jeu. C'est même pas un métier, c'est une mission. Moi, c'est ce que je pense, ça n'engage que moi. Et à un moment, tu as besoin aussi de faire une pause, de t'occuper de toi de quelque manière que ce soit, pour peut-être dire ok, tu l'as très bien dit, comment on fait pour tourner une page? Je la tourne. Là, je suis face à une page blanche, même si j'ai quelques idées. Et est-ce que je vais pas réécrire en repartant dans le désert? J'en sais rien. J'en sais absolument rien. Et bien malin qui pourrait le prédire. Mais en tout cas, je sais quelle direction je prends. Et la direction, elle est toujours dans l'accompagnement, dans faire le bien et l'oublier, dans partager mon savoir avec tout ce que j'ai appris, tout en apprenant des autres. Donc, je la tourne et je passe à une autre page. Si tu pouvais donner un titre à ce nouveau chapitre, tu l'appellerais comment? Super intéressant. Je l'appellerai Abdelkarim l'autre face. Abdelkarim, l'autre face. Ok. Si tu pouvais résumer en 5 points cette phase de Abdelkarim, comment tu la résumerais? Je la résumerai en la phase 1, tu sais pas qui tu es. Tu arrives sur cette terre, tu sais pas qui tu es et tu nais, c'est Maxime Le Forestier, hein, on connaît pas ses parents, on connaît pas sa famille,
ne connais pas non plus les trottoirs de Manille ou d'Alger pour apprendre à marcher. Donc, je ne suis pas né d'être algérien, né en France, ch'timi, 8e et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième, on se découvre et on essaie de se battre avec, je dis bien se battre avec ses moyens parce qu'on fait face à toutes nos blessures, notamment l'injustice, le regard de l'autre, la différence. La troisième, on est le meilleur acteur, enfin. On aime bien quand on nous dit « tu ressembles à un Portugais, un Italien ». Petit connard que je suis maintenant, je peux le dire. Et donc c'est cette troisième phase. La quatrième, on en parlait avec nos anniversaires. C'est la quarantaine, on tourne le sablier. On se dit mathématiquement, on a peut-être passé la moitié de notre vie. Et on essaie de se construire socialement, de gagner sa vie, d'avoir des titres, des médailles. Et puis, depuis maintenant 7 ans, j'aurais tendance à dire que je ne sais pas si c'est la cinquième, je pense qu'on arrive au cinquième point. Ouais. Là, c'est l'accomplissement. Quand je parle de l'autre face, comme je disais, pour retrouver tout son pouvoir d'attraction, il faut que tu ailles aussi côté négatif. Donc tout ce que j'ai rejeté, il est toujours revenu vers moi au galop. Et puis je m'aperçois que finalement, il y a plein de personnes comme moi qui font du bien, qui accompagnent, qui ont envie de laisser une trace. T'en fais partie, parce que tu m'as beaucoup dit, je t'ai vu un peu comme un mentor et autres, mais je crois que tu ne mesures pas le poids que tu as eu aussi dans mon ajustement de trajectoire. Parce que c'est comme ça que je vois les choses. On est en train d'avancer, puis on est toujours à des Y. Tu prends à droite, gauche, tu dis c'est la bonne, c'est pas la bonne direction, mais c'est toujours la bonne direction. Et on en parlait tout à l'heure. Donc quand je parle de l'autre face, j'ai découvert aussi l'autre face avec cette phrase que tu m'as dite dans un bus quand on est sorti, et tu m'as dit laisse la personne tranquille. On parle d'une personne dont on ne citera pas le nom. C'est un côté très très sombre. Va regarder le tien avant de regarder celui des autres. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, et c'est pas important. Et je me suis dit, ça pique. Et quand ça pique, moi j'aime bien creuser. Donc j'ai creusé. C'est pour ça que je l'appelle l'autre face. Et ça, c'est en total impro de tout ce qui me vient là maintenant. Quelle est la première chose que tu as vue quand tu as plongé dans la phase la plus profonde, la plus ténébreuse, la plus obscure de toi? Que j'avais des côtés connards, comme mon père. Ça ne veut pas dire que je ne le respecte pas, ça ne veut pas dire que c'en est un. Mais ça, c'était des mots que tu n'avais pas le droit de dire, de par une éducation, de par un cadre. Donc ça, c'est la première phase. J'ai eu le droit de penser ça. Je me suis octroyé le droit de penser ça. Je me suis octroyé le droit de blasphémer. Je me suis octroyé le droit de ne pas être d'accord sur certaines choses. Et après, j'allais voir si c'était plus ou moins, parce que mon baromètre intérieur ne me trompait jamais. Et en fait, la beauté de tout ça, c'est plus tu pousses. J'ai beaucoup poussé la connaissance de moi, de mon corps et autres. Et à chaque fois, il y a eu quelque chose. Il y a eu Dieu, il y a eu Allah, parce que je suis français, je suis algérien, je suis un humain et je suis musulman. Ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais dit en phase 2, en phase 3 par rapport au point que tu disais. Mais ça, ça coule de source. Ça coule de source, mais véritablement. Et j'ai perdu la question. Écoute, ça veut dire on s'est perdu dans le désert ensemble, donc on va continuer d'avancer. Tu as dit blasphème, tu as dit Allah. Qu'est-ce que tu entends par s'octroyer le droit de blasphémer? S'octroyer le droit de remettre en cause certaines certitudes, parce qu'il y a des textes sacrés, il y a des évidences. Pour moi, la religion, c'est quelque chose d'intime, et je me sens suffisamment dans un cercle intime avec toi pour en parler, tu vois, parce que j'en parle très rarement, voire jamais. Et c'est pour ça que c'est la cinquième phase, quelque part, de la phase cachée qui est moi. Quand je te parle de Abdul Karim, c'est quand j'ai fait mon pèlerinage, ma Umrah plutôt, mon petit pèlerinage à la Mecque avec mon plus vieux frère et ma plus vieille sœur, mon frère aîné et ma sœur aînée, que je me suis complètement découvert, que je suis allé vraiment physiquement au plus profond de moi, avec tout ce que ça comporte, spirituellement au plus profond de moi. Et je me suis autorisé à remettre en cause certaines certitudes où, un peu comme le basique, va à l'école 25 ans, travaille 40 ans et tu profiteras quand tu seras potentiellement à la retraite, si ce n'est grabataire. La religion, c'est haram, c'est halal, donc c'est autorisé, c'est pas autorisé, c'est licite, c'est pas licite, c'est blanc, c'est noir. Toujours cette dualité dans laquelle on nous a mis, ces cadres dans lesquels on nous a mis. Je me suis octroyé le droit de sortir du cadre
et de me dire est-ce que je me mettrais pas un peu sur la tranche de cette dualité pour observer un peu les deux. Donc vas-y, va du côté potentiellement négatif, et plus tu vas du côté négatif, plus tu es attiré proportionnellement du côté positif, et après c'est à toi de faire le choix. Est-ce que tu te sens bien de ce côté-là ou de l'autre? Je n'ai pas de jugement, mais moi je me suis octroyé le droit de remettre en cause ces certitudes dans ce cadre-là, et ça m'a fait un bien fou. Qu'est-ce que tu as appris sur toi en faisant ton petit pèlerinage? J'ai appris ce que j'arrêtais pas de prodiguer à tout le monde, ce que j'appelle l'alignement des 4 C en bon marketeur que je me suis autoproclamé: corps, cœur, conscience, cerveau. C'est-à-dire que ton corps t'envoie des messages. J'ai écouté les messages de mon corps, des petites douleurs, des maladies, parce que j'étais avec mon frère qui lui est malade et qu'il ne peut pas marcher, il est en fauteuil roulant, il a des pathologies assez lourdes, et pour autant il a fait son pèlerinage tout comme moi. Donc j'ai pris conscience de la chance que j'ai d'avoir ce corps qui est le véhicule de mon âme. Ça, c'est la première chose. Le cerveau, si je reprends les 4 C, le pouvoir des affirmations, comme le dhikr, comme les habitudes, comme les horaires, comme la discipline. Ça, j'ai appris ça, je prodiguais ça, mais j'étais un peu un chirurgien cardiaque qui fume, tu vois. Je disais ce qu'il fallait faire et je ne le faisais pas complètement. Après, les prises de conscience, donc ça ne s'explique pas. C'est juste de l'intention, c'est pas palpable, donc on peut en parler des heures, mais ça, c'est propre à chacun. Donc j'ai pu ressentir cette présence, j'ai pu ressentir cet alignement. Corps, et puis le cœur après. Donc corps, cerveau, conscience, et le cœur, parler avec le cœur, parler droit, comme on est en train de le faire là maintenant, sans avoir peur de 2 choses qui me tétanisaient avant, la peur du regard et du jugement, et puis la peur du manque affectif, financier, et si je dis ça, est-ce qu'on va encore m'aimer, est-ce qu'on va pas me mettre dans une case, et puis je vais perdre une partie de mon entourage, tu vois. Si je fais cette vidéo-là, est-ce qu'il y a des gens qui vont pas cliquer, potentiellement je vais perdre de l'argent, tu vois, c'est tous ces raccourcis. Donc voilà ce que ça m'a apporté, cet alignement en fait. J'ai pu, j'aime bien dire, j'ai pu aller au centre, à l'épicentre de moi-même, et subhanallah, parce que j'y suis allé la même année que le tremblement de terre où j'étais ici. Donc j'ai fait ça. J'ai fait le Sdamfest dans le désert, on était 80 personnes. Et derrière, j'arrive ici le 8 septembre, alors qu'habituellement, j'arrive toujours quand je fais mes évasions le samedi matin, on part le dimanche matin. Là, je suis arrivé le vendredi soir avec ma sœur Hafeda, et on était avec Mustapha, et le tremblement de terre a eu lieu ce jour-là. Donc j'ai vécu ce tremblement de terre, donc ça m'a bien secoué de l'intérieur et ça m'a permis d'aller à l'épicentre de qui je suis. Ça veut dire quoi, ça, aller à l'épicentre de qui l'on est? Ça veut dire, comme je te disais, aller aussi du côté négatif, du côté positif, aller creuser, aller te poser des questions. J'ai compris à mon humble niveau que tu as toujours dans cette dualité, tu as ton ego et ta nature véritable. Et ils sont en constant combat, tu sais, sur un ring. Et puis ton ego veut en découdre, et ta nature véritable, elle a toujours ce petit rectus en disant si tu savais. C'est un peu comme ça que je le perçois. Et l'image, c'est que je suis allé à l'épicentre et j'ai compris, je vais te l'expliquer comme je le ressens et comme je le dis quand je fais mes accompagnements. C'est que ton ego, il va toujours te challenger pour tout faire, parce que pour lui, le temps est compté. Entre ta date de naissance et ta date de mort, lui, il occupe ton corps physique. C'est mon interprétation. Et quand ton corps physique ne vit plus, l'ego quitte ce bas monde, j'aurais tendance à dire. Tandis que ta nature véritable, potentiellement, si tu es croyant, tu te dis qu'il y a quelque chose après. Donc voilà un peu ce que ça veut dire, c'est de comprendre que c'est un système en fait. Tout ça, c'est un système. C'est une énorme matrice. C'est ton ego qui est là et qui veut en découdre et qui veut que tu montres d'être le fameux mâle alpha dans la pièce, et être le plus beau, le plus grand, le plus fort. Ok, mais est-ce que c'est ça le plus important? Non, mais vas-y, fais-le quand même. Ok. Et puis ça te permet de regarder si justement ça vibre bien en toi, de pousser tout ça. J'ai découvert en fait que l'être humain, c'est pas un être logique, c'est un être neurologique, biologique. J'ai beaucoup étudié sur les neurosciences, sur plein de choses. Et pour répondre à cette question d'aller à l'épicentre, c'est de te dire en fait qu'on est juste un programme.
un système, une mécanique mentale. Et quand tu coupes la mécanique mentale, ce qui est très compliqué, parce qu'arrêter de penser, c'est compliqué, mais quand tu as la chance d'aller découvrir qui tu es 1, 2, 3, 4, 10, 29, 30 jours, bah, tu peux couper complètement et écouter véritablement cette petite voix, cette nature véritable qui te dit voilà ce que tu es et rien d'autre. Et ça m'a beaucoup parlé. Alors, je vais te partager un petit quelque chose, justement, quand tu as dit 29 jours, ça a enclenché le souvenir des 29 jours que j'ai passés dans le désert. Et il y a un moment où je me suis oublié. Je me suis vraiment rendu compte que je me suis oublié quand je devais être sur la 3e ou 4e semaine. Et je suis dans le désert, en train de faire des compas, des cercles avec un compas de branches. Je trouvais une branche qui faisait comme ça. Je me suis dit, waouh, c'est fascinant. Quand je la mets dans le sable, comme ça fait des cercles. Il y avait tellement pas grand-chose à faire que j'étais fasciné par ça. Et je suis attiré par un mouvement au loin. Et quand je me lève comme ça, je regarde, je vois effectivement du mouvement. Et je sens une présence vivante. Une présence animale. Mais mon réflexe, c'était de me dire, il y a un humain ici. Et quand j'ai eu ce réflexe de me dire, là, je sens qu'il y a un humain par là, je me suis tout de suite regardé, comme si ma conscience se projetait en dehors de moi-même, et je me regardais. Et je me dis, mais attends, Najib, là, je me suis laissé aller. Tu sais, j'avais les cheveux pleins de sable. Je me lavais une fois dans la semaine les cheveux. J'étais torse nu. Mon pantalon, il était trop grand. J'étais rempli de sable. Et de suite, je commençais à essayer de m'arranger, alors qu'il n'y a rien à faire. Ça faisait 3 semaines que j'étais tout seul dans le désert, il n'y avait rien à faire. Et là, j'ai eu cette conscience de qui j'étais. En un instant, j'ai eu cette vision de moi-même, mais c'est qu'en revenant dans le village que j'ai eu un nouveau regard sur moi. Quand Aziz, mon collaborateur, il allait à la rencontre des villageois et il disait, ben, lui, c'est qui? En parlant de moi. Tu vois, ils se connaissent tous. C'est du côté de Mohamed, ils se connaissent tous. Il disait, ben, lui, c'est qui? Il disait, ben, c'est mon frère, c'est mon ami, il a passé 29 jours dans le désert. Et là, les gens, ils disaient, quoi? Et ils étaient étonnés, ils étaient ébahis. Et de voir leur étonnement, alors que ce sont des habitants du désert, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est peut-être quelque chose d'exceptionnel ou d'extraordinaire que j'ai fait. Mais c'est vrai que tant que je n'avais pas ce regard ou ce retour, pour moi, bah, je l'ai fait. Next, c'est quoi le chapitre suivant? Comment ça résonne en toi, ce partage? Ça résonne bien avec cette notion, justement. Alors, je vais y mettre un terme technique, c'est de la métacognition, donc être capable de s'observer. Donc, plus tu vas être capable de t'observer dans la vie de tous les jours, plus tu vas être capable de pousser la connaissance de toi. Parce qu'après, le vrai challenge, tu ônes mes 50 ans, j'aime bien dire ça maintenant, ça fait... c'est prétentieux. Non, mais c'est une belle réussite. Tu ônes mes 50 ans, tu vois, c'est de dire... En fait, la vraie réussite, longtemps, tu vois, je te disais tout à l'heure, je voulais les titres, les médailles, et c'est bien, parce que j'étais arrogant, j'avais les dents longues qui rayaient le parquet, toujours avec certaines éthiques, mais je sais que j'agaçais, et j'agace encore, je polarise, et tu sais ce truc-là, tu sais quand tu es toi-même, tu polarises et t'agaces. Et j'ai tourné ce tablier, j'ai décidé de me remplir différemment pour m'élever. Et comment ça résonne en moi? Donc c'est cette capacité à t'observer, parce que finalement, la quête de la vie, c'est de pousser la connaissance de soi. Donc quand je parle du fameux système, c'est d'être capable de t'observer. Donc ok, tu as le corps, tu vois. Moi, mon système, par exemple, pour te dire, c'est un système de maître magnanime, j'appelle ça. C'est quoi maître magnanime? C'est quelqu'un qui maîtrise tout, qui est très gentil, mais surtout qui est dans sa tour d'ivoire, et qu'à chaque fois quelqu'un veut y monter, il colmate toutes les brèches parce qu'il n'a pas envie qu'on vienne prendre sa tour d'ivoire, parce que c'est son système de défense. Pour lui, si on vient l'attaquer dans son ego, il est mort, il n'est pas bon. Donc par rapport au trauma qu'on a pu avoir, on ne va pas rentrer trop là-dedans, mais ce que je veux dire pour revenir à ça, c'est que quand tu as cette capacité à t'observer dans tes réactions physiques, mentales et autres, c'est là que tu commences à t'élever véritablement, à pousser la connaissance, t'élever ou alors rentrer en toi. Tout simplement, on n'a pas besoin, parce que l'élévation, ça donne toujours une espèce de comparaison statutaire ou un complexe de supériorité. C'est de pousser la connaissance de toi, et cette capacité, quand tu es en pleine conscience
de prendre le recul, de te voir, de t'observer, et aussi bien physiquement que spirituellement, que psychiquement, ça résonne énormément parce que je le fais d'une autre manière. C'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, peu importe le véhicule, mais la finalité, on est à un point A, on veut emmener un maximum de personnes à un point B, qui est peut-être le même point, de découvrir la connaissance de soi, de profiter de cette vie ici et maintenant, parce que c'est le seul moment qui compte, ici et maintenant. Mais ce n'est pas les ici et maintenant des cartolés qu'on entend sur un audio et on ne comprend pas. Tu le comprends quand tu le vis, tu vois. Et après, peu importe le véhicule, est-ce que c'est dans le désert, est-ce que c'est une séance de thérapie, est-ce que c'est un coaching, est-ce que c'est un mentoring, peu importe, est-ce que c'est du reiki, est-ce que c'est du... Peu importe, mais c'est de pousser les gens à s'observer et à trouver la réponse par eux-mêmes. Et ça, c'est, je pense, ma plus grande satisfaction, c'est de faire comprendre aux gens que plus ils vont s'observer, plus ils vont découvrir leur système mental qui n'a de cesse de les dévier de leur nature véritable, de la personne qu'ils sont véritablement. Et quand les gens disent « Waouh », tu sais, comme le lapin qui est pris dans les phares de la bagnole, il n'y a que lui qui ne voit pas la bagnole, quoi. Tout le monde le voit. Et nous, on ne voit pas notre nez. Moi, je vois le tien, tu vois le mien. Et quand tu découvres ça, que tu arrives à te découvrir, pour moi, c'est ça ma plus grande satisfaction aujourd'hui. Et je reviens, comme tu sais, d'une évasion dans le désert. 2-3 personnes qui disent « Ah ouais, c'est un système, en fait, c'est un réflexe. Ah, le fameux « Ah ouais ». Ça, c'est ma grande satisfaction. Donc, ça parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Être soi-même, ça agace. Ça peut agacer, bien sûr. Bien sûr. Dans encore une fois, je prends l'image de l'aimant. L'aimant, pour qu'il ait tout son pouvoir d'attraction, il faut qu'il ait autant de négatif que de positif, donc polarisé. Et donc, il y a des moments, même moi, je m'agace moi-même, tu vois, à force de capter mon système, parce que c'est tellement un système de mécanique que j'ai développé, tu vois. Et il y a des moments, comme j'ai une réponse à tout dans mon système, j'ai toujours une espèce de grande armoire avec des millions de tiroirs derrière moi, et puis on me pose une question. Tu vois, on a tous un pote qui a une opinion sur... Ou même pas, il a une opinion à beaucoup de choses et un avis sur rien, tu vois. On a tous ce pote-là. Ah ouais, je sais, ah ouais, moi pire. Moi, je suis devenu le mec qui a une opinion sur beaucoup de choses et une solution à presque tout. Donc le mec bien relou, tu vois, parce que tellement j'ai dégainé ma carte bleue à toutes les formations, il fallait que je sache tout, c'était mon système de défense. Donc à un moment, tu peux être relou, quoi. Tu peux agacer, tu peux jalouser. Mais quand tu prends conscience de ça, que même vis-à-vis de toi, tu peux dire, bon, Kim, arrête là. C'est pour ça que je te dis, Kim Abdelkarim, arrête de faire ton Kim, arrête de faire ton Abdelkarim, mais ton Abdelkarim, il peut être chiant aussi, comme ton Kim. Et tu vois, c'est cette pièce à double face, cette médaille à double face. 3 choses qui étaient importantes pour toi avant, qui, du haut de tes 50 ans, ne le sont plus aujourd'hui. La réussite statutaire pour les autres, donc les titres. La réussite matérielle, moins. Elle l'est encore, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. L'apparence, la belle voiture, les belles fringues, beaucoup, beaucoup moins. Et la troisième, mon apparence physique. Mon apparence physique. C'était impossible alors là, je suis rasé, petite mèche, elle est bien, parce que mon système, il est quand même là. Mais il y a des moments, je pourrais être mal rasé, tout ça, c'était inconcevable. Ah ouais? Ah, complètement, mais t'es pas bien. Là, je me livrais, là, j'étais faible, j'étais vulnérable, et mon système se mettait en marche, c'est pas bon. Ça, il y a même une blague là-dessus, comme on se dit tout, on est en intimité. Je m'octroie le fait de me laisser pousser le cul, même maintenant, t'imagines? De pousser quoi? Me laisser pousser le cul, c'est-à-dire que j'ai pris du poids, c'est je connaissais pas l'expression. C'est une expression. Tu pourrais t'octroyer le fait de te laisser pousser la barbe comme ça ou J'aimerais bien, mais je pense que ça poussera pas autant. Ah ouais? Moi, j'ai pas la même. Pilosité. J'ai essayé, non. Non, je me suis laissé pousser. Ouais. Ça fait tu vois le turc là. Tu vois, parce que moi j'ai un espace qui est assez grand. Et ça fait le gros turc. J'ai déjà essayé, mais je pourrais en fait. Ouais, je pourrais. J'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de peur du regard de l'autre. Je me suis détaché de ça en fait, vraiment. C'est l'Indonésie qui m'a permis de détacher mon regard sur ma propre barbe. Parce que j'étais un petit moment dans l'armée de réserve, donc il fallait être constamment rasé à blanc. J'ai été dans l'événementiel, il faut constamment la petite coupe et tout ça. J'ai passé 2 mois et demi en Indonésie il y a 7-8 ans. Et tu sais, en Indonésie, la plupart des gens sont imberbes. Oui. Donc le fait d'avoir une barbe, c'était waouh. Et donc...
après avoir passé 2 mois et demi à leur côté, je me suis dit, ah bah c'est bon, c'est cool, tu vois, d'avoir une barbe. Donc, et là, je suis dans ce challenge. L'année dernière, pendant une année, je me suis laissé pousser les cheveux. Oui. Et là, ça fait 1 an que j'ai laissé pousser ma barbe. Et j'ai dû raser mes cheveux. Je vais les relaisser pousser. Et c'est fou de voir comment la poussée des cheveux dit 2 choses. Premièrement, dit quelque chose sur sa personnalité, son caractère. Oui. Tu vois, moi, plus mes cheveux poussaient, plus ils faisaient des dreads naturellement. Et indisciplinés. Ils veulent pas rentrer dans le cadre. C'est Najib. incroyable. Donc, mes cheveux, j'avais l'impression qu'ils me parlaient, qu'ils me disaient, Najib, tous les efforts que tu vas faire, la crème, le shampoing, ce que tu veux, t'es pas fait pour être dans un cadre. Ouais. Deuxième chose, ça m'a appris énormément sur la patience et sur le travail justement de se détacher de son image. Parce que chaque jour, tu te réveilles avec des cheveux, tu te regardes, tu te dis, mais je suis moche en fait. Vraiment, moi, Robert, il dit, oh là là, mec, comment ils vont se comporter aujourd'hui? Et le fait de travailler pendant 1 an sur ça, ça te permet de te détacher de ton image et de dire, tu sais quoi, Ouais, je suis d'accord. comment résister? Je te pose la question. Comment faire face à une réalité qui est constamment en mouvement? La question, elle est super puissante. C'est justement d'oser aller se poser la question, pourquoi je réagis comme ça? Tu vois? Pourquoi j'ai besoin d'être parfait aux yeux des autres? Pourquoi j'ai besoin que tout soit nickel? Pourquoi j'ai besoin d'être le premier? Pourquoi quand on me met 10 comme objectif, je me mets 20 pour montrer que je suis the special one, le meilleur, le plus beau, le plus grand, le plus fort? Pourquoi? Et ce fameux pourquoi, plus tu te le poses, tu vois, avec le temps, ça avance, plus tu, justement, découvres qui t'es, plus tu découvres que c'est un système, plus tu découvres aussi, tu le dis à juste titre, que c'est une définition de toi. Montre-moi tes cheveux, je te dirai qui tu es, je veux dire. C'est avant, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. J'aime bien le montre-moi tes cheveux, je te dirai qui tu es. Et en fait, c'est encore une fois d'aller casser la mécanique du mental. Et plus tu vas aller rapidement casser la mécanique du mental, plus tu vas être toi, en fait. Et moi, une de mes phrases, tu connais, c'est être soi, c'est non négociable. Et ça, finalement, avec le temps, j'ai eu 2 définitions du succès dans ma vie. La première, c'était les titres, les médailles, la réussite. Il fallait gravir les échelons rapidement. Puis à 40, 43 ans, je tourne un peu le sablier, comme je disais. Maintenant, ma définition du succès, c'est être totalement moi. Tu vois, c'est si je sors de ce podcast en disant est-ce que j'ai été totalement moi? Oui, ok. Tu me vois là maintenant, tu me vois avec mon épouse. Moi, je sais que toi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi. Parce qu'en plus de ça, t'es toi. Tout à l'heure, je crois qu'il y aura une vidéo, j'espère. Najib, mais il est complètement barge, il est fou. Non, c'est Najib. En fait, et comme on a vécu, toi et moi, dans le désert, parce que tu peux pas tricher. Tu veux connaître quelqu'un, voyage avec lui. VADH que tu connais très bien. Et c'est ça que j'aime bien. Moi, en fait, je veux plus perdre de temps, en fait. Et ça, je le dis. C'est mon père, là, Lahmo, qui m'avait dit ça un jour. Ce fameux stab qui revient. Je lui ai dit, ouais, je vais faire ça, je vais tout quitter, tout ça. Il m'a dit, Zdam. Et je lui ai dit, il m'a dit au départ, non, t'as un super boulot, mais pourquoi tu veux quitter ton boulot? Quitte pas ton boulot. Je dis, j'ai pas envie un jour à 70 ans de dire Lucan, si j'avais su. Il m'a dit, Zdam, fonce. Et voilà, en fait, c'est Najib, il a réussi à m'arracher une larme comme au premier rendez-vous, j'en sais pas pourquoi. Et merci et gratitude pour ça, parce que c'est, voilà. Qui m'a Abdelkarim, les 2 faces en 2 secondes, tu ris, tu pleures, c'est ça la vie, quoi. Et ça, c'est ce qui est puissant, parce que finalement, tu t'éclates. Et ça résume tout, en fait, de Zdam fonce, la vie tient un battement de cils. Et puis, moi, j'ai lancé ça pour dire à tous les leaders, en fait, de prendre conscience que tout se joue toujours ici et maintenant pour ne nourrir aucun regret. Justement, cette fois-ci, peut-être question inverse. Bien sûr. Quelles sont les peurs que tu n'avais pas avant, que tu as aujourd'hui, du haut de tes 50 ans? Si tu pouvais nous en citer 3, peut-être. 3 peurs que tu as aujourd'hui, mais que tu n'avais pas avant.
Peut-être que là, comme ça, j'ai peur de... Je vais d'abord dire, les peurs que j'avais avant, c'était plus des peurs pour les autres. C'est-à-dire que j'avais peur de ne pas être assez. J'ai peur de ne pas avoir assez fait pour ma famille, pour mon boulot, pour mon argent, pour mon matériel. Tu vois, c'était extérieur à moi. Là, elles sont plus centrées, elles sont plus à l'intérieur. J'ai peur de ne pas avoir le temps de faire ce que je dois faire pour ma récompense d'après ma mort. J'ai peur de ne pas faire suffisamment de bien. C'est le temps aujourd'hui, et tout paradoxalement. Et puis j'ai peur encore une fois de ne pas avoir le temps de me découvrir complètement. C'est peut-être ces 3 choses qui me viennent là maintenant. C'est vraiment c'est plus à l'intérieur, quoi. Alors, qu'est-ce que tu ne comprends toujours pas sur toi? Pourquoi est-ce que j'ai encore besoin d'en faire des caisses parfois, même si mon système, ma mécanique mentale, j'ai compris qu'il ne fallait pas la dompter, mais l'apprivoiser, pas la tuer, mais l'apprivoiser véritablement. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi est-ce que ça revient, pourquoi est-ce que ça revient encore, malgré toute la connaissance que j'ai développée sur moi, sur les autres. Pourquoi ça revient encore et encore? Donc je me pose cette question, qu'est-ce que je dois encore travailler sur ça? Je me dis aussi que, et ça c'est dans cette... J'ai beaucoup aimé ton accueil avec ton épouse, parce qu'on est aussi complice avec la mienne, on se dit tout, et tu sens cet amour, tu sens tout ça, tu vois, c'est ce partage. Et je me suis dit... En fait, je viens de comprendre un truc. Cette pression que je me mets, c'est est-ce que je serai à la hauteur de mes parents pour transmettre à mes enfants ce qu'eux m'ont transmis, tu vois. Et en fait, c'est oui. Et les forces natives. Je peux pas te serrer dans mes bras, il y a le micro et la table entre nous. Mais On le fait. Tu veux de l'eau? N'hésite pas à boire. J'ai pas Moi, je voulais un mouchoir sur moi. Tu veux un mouchoir? Tu sais quoi, regarde, il y a les caméras, on va le faire à l'ancienne. On s'en fout. Magnifique. C'est non négociable. Magnifique. Ouais, c'est ça. Et c'est top parce que je reviens du désert, donc on sent peut-être la sérénité. Et ces questions-là, tu peux te les poser vraiment quand ton mental il est bas. Parce que même là, tu vois, moi qui ai ça, je sens que je suis dans la retenue, que j'essaye un peu. Et tu le sens, et on ne peut pas tricher avec ça. Mais le fait de revenir du désert, le désert, il absorbe tout, il te permet de faire beaucoup de choses. Donc, il y a la décharge émotionnelle, j'en parlais rapidement avec ton épouse. Quand tu fais un effort comme celui-ci, mental, physique, tu as envie de lâcher. Donc, merci, parce que moi, je m'octroie toujours. Je suis arrivé ce matin, tu le sais. Et je suis passé à l'hôtel, je me suis rasé, habillé, je suis arrivé. Et je m'octroie toujours mon petit sas de décompression. C'est ce podcast, on va dire. C'est ce moment avec toi. Et merci pour ça. Merci à toi de cet honneur que tu nous fais en venant ici. Après ce dernier SDAM pour l'instant. Ne challenge pas. Je vais monter vite dans les tours. Donc, justement, ton épouse, au cours de ces dernières années de mariage, qu'est-ce qu'elle t'a invité à découvrir sur toi? Elle m'a invité encore plus à parler droit. J'aime bien ça. À parler droit, à dire les choses. On s'est challengé en disant j'aime pas ça, j'aime pas. Comme on peut le dire, mais sans chercher à blesser la personne. Tu as le droit de dire je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, Najib, ce que tu viens de dire, ça m'a blessé, sans pour autant monter dans les tours. Donc parler droit. Vraiment parler droit, c'est ça qu'elle m'a appris à faire encore plus. Et pour ça, moi je suis... On échangeait par message, par texto, par vidéo, parce que là, le dernier, on s'est octroyé le droit d'être dans un endroit où j'avais un peu de réseau de temps en temps, tu sais. Et on a beaucoup échangé. Et justement, elle est auprès de sa mère qui est malade, Laïcha Ferra, tu sais. Et elle passe beaucoup, beaucoup de temps avec elle. Et elle me disait merci de me donner cette opportunité de passer du temps avec elle. Mais en fait, c'est elle qui m'a donné l'opportunité, quoi, tu sais. C'est ce que je lui disais, mais en fait... Tu vois, il y a cet équilibre. Mais
pareil, je ferme cette parenthèse pour deux raisons. La première, il n'y a que ceux qui vivent ça qui savent, et je l'ai vu de mes yeux tout à l'heure, donc je sais que tu sais, parce que j'ai vu cet amour entre ton épouse et toi, et ça c'est beau. Et puis on la ferme vite parce que la parenthèse, parce qu'on sait aussi qu'on est des privilégiés, qu'on peut être jalousé, mais c'est ok, mais que ça peut aussi paraître très hautain et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc voilà ce qu'elle m'a apporté. Parler droit, parler droit. Ma femme m'a amené à parler droit. Comment traduire dans la physicalité, comment traduire par des actions concrètes ce parler droit? Il y a quelque chose qui ne te plaît pas, dis-le. C'est juste de t'exprimer. Exprime par les ressentis. Voilà, j'aurais tendance à dire. À partir du moment où tu exprimes par les ressentis, la personne ne va pas pouvoir te dire « Mais tu te rends compte comment tu me parles ?» je prends un exemple bateau qui n'a absolument rien à voir, que j'invente là maintenant. On rentre dans cette pièce et je pourrais très bien dire « Il fait trop chaud ici. » Et la personne va dire « Putain, on a mis les moyens, on a mis les trucs, tu respectes pas mes équipes. » Et par contre, si tu exprimes en disant j'ai le sentiment personnel qu'il fait un peu chaud ici, on peut monter. Tu l'exprimes différemment. C'est comme, je le dis d'une autre manière, quelqu'un qui te dit je suis en colère, tu dis pas mais non, t'es pas en colère. Si, je suis en colère. Mais non, si, je suis en colère. Donc c'est le traduire comme ça en exprimant ce ressenti. Et si on va plus loin et je mets une casquette coach et mentor, il y a un acronyme qui existe là-dessus et c'est une méthode de qui, je sais pas, faites vos recherches. C'est l'approche DESC, D-E-S-C. DESC, c'est tu décris d'abord la situation, tu exprimes ton ressenti, tu apportes une solution et potentiellement tu conclus ensuite derrière. Donc c'est de parler droit, de dire les choses. Nadj, imaginons que tu m'aies fait une réflexion qui a blessé mon ego devant tout le monde alors que c'était vraiment de l'humour sincère pour toi. Je viens de voir en disant Najib, tu te rappelles quand on était tout à l'heure au café je te prends toi comme cobaye. Tu te rappelles tout à l'heure quand on était au café, tu as vu devant tout le monde, tu as dit alors, t'as pris un peu de poids, tu vois? Bah écoute, ça m'a pas plu parce que j'ai trouvé ça humiliant. Ce que je te propose, si tu as quelque chose à me dire la prochaine fois, dis-le-moi personnellement et le débat est clos parce que je sais que c'était pas violent. Tu l'as pas gardé chez toi, tu as parlé droit. La personne va juste te dire ok, ou elle va dire non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais c'est un exemple. Mais parler droit, c'est dire ce que tu ressens. Voilà. Dis ce que tu ressens. Si le Kim qui arrive en fin de vie pouvait parler droit au Kim d'aujourd'hui. Si le Kim qui arrive en fin de vie pouvait parler droit avec le Kim d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui dirait? Je lui dirais te soucie pas d'apporter ce que tu t'imposes de vouloir apporter à ta femme et tes enfants. Ils s'autosuffisent et ils maîtrisent leur vie à eux aussi. C'est trop grand pour toi pour te mettre cette pression. Parce que c'est une des pressions que je me mets par rapport à ce que je te disais, être à la hauteur de ce que mes parents m'ont transmis. Je lui dirais, t'as fait le taf. T'as fait le taf avec tes parents. Parce que quand mes parents sont partis, paix à leurs âmes, je me suis dit waouh, je suis paumé, j'ai plus de père, j'ai plus de repères, même si j'avais un équilibre. Et je me suis juste dit est-ce que je vais être à la hauteur? Donc eux m'ont transmis les choses, ok. Et il y a cette phrase de mon père qui me disait souvent arrête de regarder devant, regarde derrière. Je comprenais pas. Le jour où il est parti, il m'a dit devant, en fait, c'est qu'il n'y aura plus personne et que maintenant, c'est toi qu'on va regarder. J'y suis. On a marié notre grande fille, la deuxième à 12 ans. Ça va très vite. Elle a 25, c'est incroyable. Donc, c'est ça que je lui dirais. Devant, quand tu regardes, ça y est, tu as fait le deuil, même si tu le fais jamais complètement. Et tu as le droit de pleurer ton père et ta mère. C'est que tu les aimes autant que tu les pleures, potentiellement. Mais je me dis, j'ai fait le taf avec eux. Ça y est, je peux le dire maintenant complètement. Et là, maintenant, je peux dire aussi, j'ai fait le taf avec mes filles, même si elle a 12 ans et on doit encore faire certaines choses. Mais voilà ce que je lui dirais en disant, te mets pas plus de pression que ça. À partir du moment où tu as Da'wat al-Walidin, la bénédiction des parents, il ne peut pas t'arriver grand-chose. Donc, relâche cette pression-là et qui va te permettre d'être encore plus toi. C'est ce que je lui dirais. Ouais. Tu te sens prêt à partir aujourd'hui? Peut-être... que
voilà, je vais remettre les deux côtés de la pièce. Peut-être que j'ai besoin encore de toucher à certaines choses, à ce monde matériel, de goûter à certaines choses. Et je l'assume pleinement. Je me sens pas prêt sur le côté spirituel parce que là, j'ai pas fait le taf. Là, j'ai peur de manquer de temps, comme je te disais tout à l'heure, pour être congruent. Il y a beaucoup de choses que je dois encore faire, beaucoup, beaucoup. Donc, je suis en train de les faire. Donc, je suis pas prêt, non. J'ai besoin de temps encore là-dessus pour travailler sur cette partie de ma balance. Ouais. Ça veut dire quoi, faire le taf sur le plan spirituel? Ça veut dire, tu vois, dans mon système, encore cette notion de vouloir faire les choses, cocher des cases et atteindre quelque chose. Est-ce que j'en sais suffisamment? Est-ce que j'ai fait suffisamment de bien? Est-ce que... elle me challenge, cette question. Elle me challenge bien et merci pour ça. Et je repars avec ça parce que... est-ce que j'ai pas déjà fait le taf? Donc, c'est une super question. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une liste exhaustive à cocher pour dire, OK, petit pèlerinage, check. Grand pèlerinage, check. Lecture du Coran, check. Tu vois, waouh, ça me challenge. Ça vient me challenger, ouais, positivement. Ça me fait penser à un récit. C'est plus une sagesse qu'autre chose, mais c'était... j'ai pas le nom, mais c'est un grand savant qui avait 2 maîtres spirituels. Il avait un maître spirituel qui était très avancé dans les sciences religieuses, qui avait appris le Coran, qui connaissait les sciences en lien avec la religion. Et son deuxième maître, c'était un artisan. C'est un artisan qui connaissait rien à la religion, mais qui, dans sa pratique, était appliqué, concentré. Et il avait juste cet art de combiner son travail du quotidien à la pensée pour le divin. Et le fait de passer d'un maître sachant à un maître dans l'ignorance, ça l'a amené à grandir justement spirituellement. Et ça me fait penser dernièrement au fait qu'on a rencontré ici au Maroc un menuisier. Ce menuisier, quand je vois sa capacité d'attention, de concentration, l'excellence qu'il applique dans le travail du bois et ce qu'il émane de lui, ce qui se dégage de lui. Je vous dis, cet homme-là, il a été aussi impactant dans ma vie, alors qu'on s'est vu 1 heure grand maximum. Il a été aussi impactant dans ma vie que tu as pu l'être. Toi, à travers tous les enseignements que tu transmets, que tu nous as transmis, tous ces moments de partage qu'on a vécu. Comment ça résonne en toi? C'est génial. Mais Kim Abdel Karim, tu vois, et cette capacité à aller chercher le magnanime, comme je dis, qui veut en savoir et qui dit et qui le maître, qui veut tout comprendre, qui veut tout savoir, et puis lâcher un peu prise de temps en temps. Non, ça... Ouais. J'ai une anecdote là-dessus qu'on m'a racontée avec un de mes associés en Algérie, qui me dit, c'est un imam qui faisait des prêches du vendredi incroyables. Et les gens venaient de toute la région pour l'écouter. Et tout le monde venait. Puis à la sortie, limite, il était adulé, limite des autographes, tu vois. Puis à la fin d'un prêche, un vendredi, il repart avec son fils en voiture. Il roule, il dit à son fils, arrête-toi à la prochaine mosquée. Il s'arrête, il descend, et il part. Son fils dit, bon, mon père est imam, il va faire ce qu'il a à faire. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, peu importe, racontez, mettez le temps que vous voulez. Son fils s'inquiète, et il rentre dans la mosquée, il cherche son père. Après 1h30, il ne le trouve pas. Il cherche son père, il ne le trouve pas. Il cherche partout, il demande un peu. Et finalement, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il le trouve accroupi dans les toilettes, en train de nettoyer les toilettes. Puis il dit, mais papa, il vient en arabe, on m'a trop flatté, je suis allé appuyer sur mon ego. Et ça me parle beaucoup. Donc, sans me prendre la tête, parce qu'il ne faut pas se prendre la tête, j'aime bien, excuse-moi l'expression, aller nettoyer mes chiottes de temps en temps pour me faire du bien. Donc ça me parle beaucoup, ce que tu viens de dire. Et ouais, je suis aussi bien un artisan qu'un savant à mon humble niveau. Et c'est de faire le lien avec ces deux-là sans... Waouh, cette liste, je vais peut-être la déchirer, cette to-do list.
Justement, si cette fois-ci, le petit Abdelkrim, il pouvait conseiller le Abdelkrim d'aujourd'hui, il lui dirait quoi? Je lui dis, tout est dans la signification de ton prénom. Serviteur du généreux, tu fais le bien, tu l'oublies, tu le fais très bien et cherche pas à en faire plus pour les autres. Fais ce que tu as à faire, à partir du moment où ça te remplit toi, ça va te faire. C'est bien, c'est suffisant. Si tu te remplis toi, c'est suffisant. Voilà. C'est ce que je lui dirais. C'est quoi la première chose que tu as entendue dans le silence du désert? La première chose que j'ai entendue dans le silence du désert, ce qui me vient là de suite, c'est Mohamed, tu es venu avec moi à la Palmeraie. Le premier jour, quand on arrive, on dort à cet endroit et le lendemain seulement on part. Et la première chose que j'ai entendue dans le silence du désert, c'est les battements d'ailes d'un oiseau. Les oiseaux qui ont commencé à arriver et j'ai entendu les fameux battements que tu entends rarement parce qu'il y a tellement de bruit. Et c'est ça la première chose que j'ai entendue, juste des battements d'ailes d'un oiseau. C'est la première chose qui me vient à l'esprit pour ma première dans le désert seul. Du coup, comment ça résonne en moi, c'est que quand j'ai passé ces 29 jours dans le désert, je me posais la question comment j'allais pouvoir me réveiller à l'heure pour la prière de l'aube. Et tous les matins, tu as des oiseaux qui commençaient à piailler, on dit. Ouais, piailler, ouais, exactement. Ouais. Au moment où le soleil se levait. Et je t'ai dit que j'ai traversé 10 jours de tempête. Ouais. J'ai cru vraiment que c'était la fin. Pendant 10 jours, je me disais chacun de ces jours-là que c'est le dernier. Et il y a eu un petit moment où le vent s'est calmé. Et quand le vent se calme, ce qui se passe, c'est que les mouches, elles viennent là où il n'y a pas de vent. Donc les mouches venaient dans la tente. Et cette journée-là, ça a duré près de 3 jours. Il y a un oiseau qui est venu. Oh. Et tu sais, c'est des sortes. Je ne sais pas si c'est des colibris ou c'est des petits oiseaux du désert, là. Il vient dans la tente et il se met sur le poteau. Et il est à côté de moi, comme s'il savait qu'il n'avait rien à craindre. Et je vois qu'il regarde vers moi. Moi, j'étais au bout de ma vie avec les mouches, j'essayais de les chasser comme ça. Et je vois qu'il vole juste à côté de mes pieds. Et je vois qu'il court vers mes pieds. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a, cet oiseau? Il va attaquer les pieds. Et je vois qu'il me tourne partout autour. Et je comprends qu'il est en train de chasser les mouches. Mais avec une confiance en moi, on dirait qu'il m'a observé pendant 2 semaines, 3 semaines. Il a compris que j'allais rien faire. Et donc, il chassait les mouches au moment où j'avais le plus besoin d'une aide. Wow. Tu vois. J'ai compris à quel point, à ce moment-là, tout était possible avec le Créateur. On va le formuler comme ça. Tout était possible. Dans le pire, avec la tempête, comme dans le meilleur, avec cet oiseau qui veillait à ce que tout se passe bien. On est arrivé à la fin de notre entretien. Si tu pouvais nous partager une dernière recommandation pour toute personne qui serait dans une phase de tempête, dans une phase de doute, dans une phase de peur, dans une phase de crainte, quelles seraient tes meilleures recommandations? À commencer par écouter ce silence-là qui me ramène justement à une chose, pour éviter d'être dogmatique, faire du prosélytisme, tout ce que toi et moi on déteste. Pour parler avec le cœur, c'est tu peux croire en tout ce que tu veux, qui tu veux. L'être humain est la seule espèce vivante à avoir le libre arbitre, contrairement à toutes les autres espèces vivantes, donc utilise-le. Mais la chose que j'aimerais dire aux personnes, s'il y a une recommandation, c'est et foi en toi. On va parler de foi. Et la personne
personne en qui tu dois avoir le plus la foi, c'est toi. Après, peu importe qu'elle soit connectée, mais aie foi en toi, en tes projets. Tu le sais en fait. Au plus profond de tes viscères, tu sais exactement ce que tu dois faire. Et je vais le conclure avec cette phrase qui m'a été inspirée par Mustapha, mon associé dont on parlait en début d'entretien. Un jour, je lui ai fait un podcast et il me disait au plus tu t'éloignes de tes racines, au plus elles reviennent au galop. J'ai adoré ce truc-là, mais j'ai poussé la connaissance et je vais rajouter une deuxième partie. Au plus tu t'éloignes de tes racines, au plus elles reviennent des galops. Mais on ne parle pas des racines culturelles ou cultuelles. On parle de la personne que tu es véritablement au plus profond de toi. Tu le sais déjà. Donc, aie foi en toi. C'est ça, ma recommandation. Magnifique. Un grand merci à toi, Hakim. Merci, mon frère. Merci. T'imagines pas. T'imagines vraiment pas. Toi non plus, t'imagines pas. I love you, Kim. I love you too, my bro. I love you. Oh, maman, tu vas dire que t'étais là depuis le début. Oh my God. Tu as entendu?